le bonsoir tout le monde. Alors, moi, je vais dire déjà d'entrée de jeu merci. Oui, parce qu'on avait dit cap ou pas cap. Vont-ils être cap ou pas cap d'être là ce soir pour assister à ce webinaire? Et on voit le nombre de présents déjà maintenant. Bravo. Merci à vous. Et donc, bien le bonsoir. On est parti pour ce webinaire de lancement de cap sur PK, FMTTN, mais encore. Et donc, on aura là, dans cette soirée, un webinaire en 3 parties. On va d'abord partir sur le PK. On ira sur le volet FMTT de FMTTN, et puis on ira sur le volet numérique. Et donc, il y aura un tas d'intervenants, je peux vous le dire, qui vont se succéder pour donc vous présenter tout ce que sera et tout ce qu'est d'ailleurs déjà pour partie, puisque les premières, deuxièmes sont déjà bien rentrées dans le tronc commun, tout comme d'ailleurs les maternelles. Ce sera en septembre pour troisième, quatrième. Mais donc, qu'est-ce que sera ou qu'est-ce que sont ces fameuses disciplines PK, FMTTN? On vous dira tout. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques détails pratiques. Vous avez en dessous à droite différents onglets. Les onglets sont là pour vous. Alors, le premier, on voit sondage, un sondage. Deuxième, c'est questions. Et c'est là, attention, vous allez devoir poser des questions si vous en avez. Puisque à côté, tout à fait à droite, il y a le chat. Ce sont 2 endroits complètement différents. La question, ça porte bien son nom, c'est pour si vous avez une question spécifique sur un des propos qui sont tenus durant ce webinaire, que ce soit donc sur PK, sur FMTT ou sur numérique. Donc, c'est là où vous les posez et c'est là où il y a des modérateurs qui sont en arrière-plan et qui vous répondront par écrit ou bien de temps en temps, on prendra une question à l'antenne et on y répondra avec les intervenants en direct. Mais donc, j'ai bien dit, vos questions, c'est là parce que à côté, vous le voyez, il y a le chat où beaucoup ont déjà d'ailleurs dit bonsoir. Eh bien, ce chat, évidemment, les messages vont défiler tout au long de la soirée et on a parfois tendance à louper l'une ou l'autre question. Et donc, ce serait dommage de ne pas pouvoir y répondre. Donc, voilà pourquoi on fait vraiment la part des choses. Mais sinon, ce chat, il est à vous. Lâchez-vous. Si vous avez envie de dire que l'animateur aurait pu mettre une chemise un peu plus sympa parce que ça ne va pas avec le décor, vous y allez, par exemple. En tout cas, je suis vraiment impatient de pouvoir accueillir les premiers invités, enfin, le premier invité de l'enseignement. Alors, on va reprendre ça, de l'IFEC, l'Institut de l'enseignement catholique, parce qu'il ne faut plus dire FOSEF, c'est l'IFEC maintenant, enfin l'Institut de l'enseignement catholique pour être précis. Et j'accueille son responsable, Christophe Moreau, responsable de la formation de l'enseignement fondamental, qui nous rejoint là maintenant. Christophe, bien le bonsoir. Alors, Christophe. Bonsoir Marc. Voilà, j'ai eu peur de ne pas t'entendre et comme j'ai oublié de mettre mes oreillettes dans l'empressement des préparations. Christophe, donc l'IFEC, c'est l'organisateur de ce CAP, cette série de soirées sur cette thématique. Petite présentation générale? Exactement. Merci Marc. Et donc bonsoir à tous. Donc en fait, vous êtes 291 à vous être inscrits ce soir. Vous n'êtes pas encore tous là, donc certains vont encore arriver. On vous remercie déjà évidemment d'être aussi nombreux pour ce nouveau rendez-vous en live storm avec l'IFEC. Alors l'IFEC, vous commencez un peu à en entendre parler, l'Institut de formation de l'enseignement catholique, a organisé ce rendez-vous, plus tous ceux de cette semaine, en collaboration avec de nombreux collaborateurs de la direction de l'enseignement fondamental. Il va falloir aussi s'habituer à ça. On avait l'habitude d'appeler ça FEDEFOC. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce changement. On appellera dorénavant la FEDEFOC direction de l'enseignement fondamental. Voilà, ça c'est un petit détail. Alors, donc je me présente, Christophe Moreau, je suis le responsable donc, de la formation pour l'enseignement fondamental au sein de l'IFEC, l'ex-FOSEF. Et donc je suis là pour introduire en fait cette semaine dédiée au CAP. Alors en fait, donc c'est la 6e année que la FOSEF, puis maintenant l'IFEC, décide de mettre en lumière une thématique spécifique dans le cadre de la formation personnalisée volontaire. Alors, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà suivi ça avec nous, nous avons d'abord organisé pendant 3 ans des quinzaines thématiques avant de décider d'élargir cet événement en vous proposant de mettre tout au long de l'année le cap sur une thématique que nous estimions être porteuse, riche, répondant aux objectifs institutionnels et bien évidemment à vos besoins. Après avoir mis le cap sur le numérique en 2020-21, c'était le premier cap, nous avons tout fait pour garder le cap en 21-22. On ne va pas se remémorer les moments difficiles liés à la pandémie.
alors que nos écoles étaient à ce moment-là bien chamboulées. Et cette année, nous avons fait le choix de mettre le cap sur PK, FMTTN, mais encore. Alors pourquoi ce mais encore? On est assez lucide, on s'est dit que certains, beaucoup même peut-être d'entre vous, se sont peut-être demandé de quoi nous parlions quand ils ont vu cette proposition. Qu'est-ce qui se cache encore sous ces deux nouveaux acronymes? Alors j'imagine que depuis, vous avez pu les déchiffrer. Le PK, le parcours d'éducation culturelle et artistique. FMTTN, la formation manuelle, technique, technologique et numérique. Donc voilà. Donc on a décidé de partir là-dessus. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, je voudrais juste aborder rapidement avec vous le volet organisationnel. Et surtout deux aspects, parce que par rapport aux années précédentes, nous avons fait le choix de modifier encore un peu cette formule, cet événement, pour répondre encore mieux à vos besoins. Alors le premier changement, c'est le changement de date. Avril, plutôt qu'octobre. Vous vous rappellerez peut-être que dans l'ancienne formule, il n'était pas possible de vous inscrire à des modules annuels de formation après avoir participé à la soirée de lancement. Tout simplement parce que les inscriptions étaient clôturées mi-septembre. Bon, un peu ennuyant. Donc, on a décidé de modifier la date et donc, avec ce changement de date, ce ne sera plus le cas puisque la thématique qui est choisie sera désormais en lien avec la programmation d'été qui va suivre, l'été en 2023, pour ceux qui souhaitent aller un pas plus loin que ce que vous aurez l'occasion de vivre durant les ateliers. Vous recevrez d'ailleurs le catalogue de formation tant pour les prochaines que pour l'été, fin mai, début juin. Et alors, une deuxième chose qui est importante, c'est une programmation de la conférence et des ateliers sur 4 soirées, plutôt qu'une seule. Et donc, on a fait ce choix afin de vous permettre de vivre plus sereinement ces moments, plus posément, mais aussi de pouvoir assister à davantage d'ateliers. Voilà, je reviens maintenant sur la thématique, cap sur PK et FMTTN, pour aborder un peu le pourquoi de ce choix. Alors, comme vous le savez sans doute, dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence et du tronc commun, mais aussi avec l'entrée en vigueur du référentiel P3-P4, mais surtout en ce qui nous concerne la sortie de nos programmes P3-P4 dès la rentrée 23, mais il nous est apparu opportun de mettre en lumière le PK et la FMTTN, qui restent très mystérieux pour nombreux d'enseignants et en tout cas qui suscitent beaucoup de questions. Alors, sans m'étendre sur le sujet, car d'autres vont le faire bien mieux que moi tout au long de cette semaine et de cette soirée en particulier, il me paraît important d'insister sur le point commun pour moi entre ces deux thématiques. En effet, toutes deux se veulent être un vecteur d'ouverture au monde dans une société en perpétuel changement. Au monde culturel et artistique pour PK, afin de garantir dans le cadre du cours d'éducation culturelle et artistique, mais aussi à travers les autres disciplines, on vous en parlera plus tard, un accès égal à la culture et à l'art pour tous les élèves. Un monde de la diversité pour FMTTN qui veut mettre en exergue la reconnaissance de l'inventivité de l'homme dont les réalisations résultent du produit cumulé de gestes maîtrisés et d'interactions constantes en fonction des contextes et des défis à relever. Ce sont donc différentes portes que nous vous proposons d'ouvrir avec nous au cours de ces 4 soirées à travers notre conférence du jour, mais aussi les nombreux ateliers que vous aurez l'occasion de suivre mardi, mercredi et jeudi soir. À ce sujet, vous êtes 776 à vous être inscrits. C'est énorme, ça fait un total de 1067 sur les 4 soirées. Et évidemment, on vous remercie chaleureusement d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation. Alors, je ne voudrais pas vous quitter sans mettre en avant le magnifique travail collaboratif entre nos 3 services pédagogiques, l'accompagnement, la production et la formation, et en remerciant chaleureusement tous les intervenants qui vont se succéder en live ou en coulisses pendant ces 4 soirées. Ils sont trop nombreux, je ne peux pas les nommer, mais je les remercie chaleureusement. Et c'est grâce à eux, évidemment, qu'on va faire de ce cap sur PK et FMTTN, mais encore, un succès. Alors, avant de vous quitter, de laisser la parole, un dernier remerciement plus particulier aux chargés de formation qui œuvrent depuis plusieurs mois pour vous offrir cette programmation qui, j'en suis sûr, répondra à vos attentes. Alors, merci à Catherine, Adeline, Sabrina et je ne veux pas oublier les autres chargés de formation qui sont engagés dans bien d'autres projets pour le bien de la formation. Continuez. Voilà, je tenais à le dire. Je m'arrête là. Je vous laisse en compagnie de Marc qui va animer cette soirée. Je vous souhaite une bonne conférence, de bons ateliers cette semaine et on ne se reverra pas, donc, et une belle fin d'année aussi.
Merci, Voilà. Merci Christophe. Et c'est vrai, hein, Dieu sait qu'il y a eu du travail dans l'ombre pour préparer cette série de soirées. Et donc bravo à tout le monde d'entrée de jeu et bravo à vous, je le répète encore une fois, d'être si nombreux. Et donc on va entamer cette série de webinaires avec cette série de parties, avec la première PK donc. Et on va lancer un sondage. Il est lancé cette fois. Vous avez dans l'onglet sondage, regardez bien, vous cliquez dessus, une question qui vient d'apparaître. Et c'est donc la première de la soirée. Dans le cadre du PK au CEGEC, les référents culturels sont… Et donc, vous avez ici 4 propositions. On va d'ailleurs en accueillir 2 pendant que je suis en train de répondre. Pendant que vous êtes en train de répondre, je vais accueillir d'un côté Benoît Manil, référent culturel pour le Brabant Wallon et le Hainaut Sud, et puis Emmanuel Detry, coordinatrice PK pour le CEGEC. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Hein, comme ça, on va voir un peu ce qu'il en est au niveau des réponses. Donc, est-ce que ce sont des entrepreneurs issus du monde culturel, des employés des centres culturels au service de l'école? Est-ce que ce sont des jardiniers créatifs? C'est joli que ça. Ou alors est-ce que ce sont des conseillers au soutien et à l'accompagnement dédié au PK? Voilà. Alors la majorité va sur la dernière proposition. Emmanuel, Benoît, je pense qu'on est bon. Hein. Oui, c'est très bon augure. Voilà, bonsoir à vous deux. Et donc, on est parti pour ce fameux acronyme PK. On veut tout savoir. Merci, Marc. On va essayer de vous éclairer. Alors, donc, la première chose, bonsoir à tous. La première chose, c'est de revenir sur les grandes raisons qui poussent ou qui ont poussé à mettre cet axe éducation culturelle et artistique en avant. Et donc, des grandes raisons qui tiennent d'abord en fait à quelque chose de tout à fait philosophique. Socrate disait lui-même que la sagesse commence par l'émerveillement. Donc l'éducation culturelle et artistique, elle convoque l'émerveillement. C'est le moment où l'enfant, et quand on s'émerveille, on s'ouvre au monde, comme l'a dit Christophe Bourreau, on s'ouvre au monde et on ouvre les enfants au monde. Donc c'est l'exclamation de l'enfant qui va dire c'est beau, si on l'aide à comprendre pourquoi elle dit c'est beau, ce qui l'émerveille, ce qui le touche, on l'aide à se connaître. C'est le pédagogue ou l'instituteur qui peut l'aider, qui peut dire regarde comme c'est beau et donc l'ouvrir et l'éveiller à ce qui l'entoure. On est aussi dans une matière ou un domaine qui s'intéresse ou qui est lié à ce que l'enfant est plutôt qu'à la manière dont il fonctionne. Et donc, ça compense les moments où l'école s'intéresse au fonctionnement, et c'est bien nécessaire, hein, où on évalue le fonctionnement dans certains domaines. On est un peu plus au niveau de l'être. Et ces phrases, en fait, viennent d'un livre qui s'appelle « L'enfant et la beauté, se relier à sa capacité d'émerveillement ». Et un des chapitres est aussi intitulé « Donnez-leur de la beauté, ils auront moins peur ». Parce que dans les disciplines artistiques et les productions artistiques, il y a des éléments consolateurs, il y a des musiques que l'on écoute, on est tout de suite moins seul face à la beauté. Il y a des musiques que l'on écoute pour se consoler. Il y a des chansons qui nomment le loup, qui nomment les peurs. Il y a une façon de transcender les difficultés. On peut penser au chant des esclaves, par exemple. Donc la beauté aide aussi par rapport au fait d'être plus à l'aise dans le monde et de dépasser certains événements difficiles. Alors l'émerveillement nous prend au dépourvu, on se laisse faire happer et donc de nouveau ça compense ce qu'il faut maîtriser dans la vie ou à l'école. On est pris par des imprévus, par quelque chose qui nous dépasse. Et l'éducation à l'art se fait par osmose plus que par un enseignement didactique. Et là, c'est bien tout le sujet du PK et des projets culturels et artistiques, c'est que cela se vit, cela se pratique, se vit. On ne sait pas toujours non plus tout expliquer de ce qui s'y passe. On a la nécessaire aussi rencontre de certaines personnes pour que par imitation, par modèle, par imprégnation, les choses puissent passer et se transmettre. Donc voilà, pour quelques phrases et quelques grandes idées philosophiques, n'hésitez pas à aller fouiller dans ce livre si ça vous intéresse. L'autre volet, c'est évidemment des grandes raisons qui sont liées aux effets très concrets que l'on a déjà mesurés. Et donc là, on arrive dans des résultats d'études qui ont clairement étayé que
pratiquer l'éducation culturelle et artistique à l'école avait des impacts sur la fréquentation culturelle des lieux, des impacts clairs sur les résultats scolaires, ou des groupes témoins qui en ont bénéficié ou qui n'en ont pas bénéficié. Les résultats sont meilleurs dans les groupes qui en ont bénéficié, donc ce n'est pas une perte de temps. Il y a un impact sur les compétences sociales, la capacité donc à travailler en équipe, l'écoute, l'empathie, la confiance en soi que ça peut développer, et un impact sur la motivation générale, tout simplement. Parfois, le fait qu'il y ait quelque chose d'un peu plus extraordinaire qui se passe à l'école, un projet qui sort de la routine ou d'un fonctionnement plus habituel, peut motiver à retourner ou à aller à l'école, retourner en cas de décrochage, hein, ça peut arriver. Alors, les effets cognitifs mesurés, c'est des aides réelles pour l'apprentissage de la lecture et des mathématiques via les arts visuels et la musique, du développement de compétences verbales, une aide à l'apprentissage de langues étrangères, des compétences spatio-temporelles dans la pratique du théâtre. La démarche créative, elle, développe la flexibilité, l'imagination, l'adaptabilité, l'esprit critique, la persévérance, parce qu'un projet ne se fait jamais tout à fait facilement et parce qu'il demande tout le temps des adaptations, et au niveau de la création, ça se développe et ça amène ce qu'on n'avait pas pensé au départ. Et alors, la mémorisation. Le cerveau mobilise en premier lieu pour la mémoire à long terme ce qui est lié aux émotions. On sait tous qu'il y a des choses que l'on n'oubliera jamais, tellement les émotions convoquées à ce moment-là ont été fortes. Donc, il y a un réel apport à des processus de mémorisation. Et alors, donc là, je me base sur un autre ouvrage qui est celui de Jean-Marc Laurey, L'art fait-il grandir l'enfant, qui recense un peu ces effets. Et alors, il est clair que les bénéfices sont accrus pour les enfants issus de milieux défavorisés. Voilà. Vas-y, Benoît. Oui, je vais prendre la suite. Merci, Emmanuel. Et il va sans dire que ici, on essaye vraiment de vous donner une vue d'ensemble avec le temps qui nous est imparti. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, envie d'aller plus loin, vous pouvez faire appel à nous. Nous sommes disponibles et nous nous ferons une joie de vous rencontrer ainsi que vos équipes. Je continue. Donc, évidemment, derrière tout ça, il y a la logique de l'accès équitable à l'art et à la culture. Mais l'idée, c'est avant tout de valoriser ce qui se fait déjà dans vos écoles, ce que vous faites déjà. On est bien conscient, on est assez émerveillé de voir vraiment la variété, la kyrielle de choses et de bonnes idées qui sont en cours dans nos écoles. Mais l'idée est aussi de se dire, mais tiens, quels sont vos besoins? Peut-être quels sont les freins qui vous empêchent d'aller là où vous voudriez? Et donc, l'idée ici, ça a été de mettre des ressources supplémentaires humaines, par exemple nous, les référents culturels, qui prenons le temps de découvrir ce que le monde culturel a à vous offrir, d'entendre vos demandes, de vraiment être à votre écoute, afin de tenir compte des spécificités de vos écoles, des spécificités de vos classes, les freins, les ressources et les points forts des écoles sont variés, autant qu'il y a d'écoles d'ailleurs, et donc tenir compte de ces spécificités est vraiment au cœur du dispositif du PK. Alors, il y a deux grands objectifs au PK. Il y a ce dont je venais de parler, donc c'est l'idée de pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est possible afin de donner depuis l'entrée en maternelle des élèves jusqu'en réto, jusqu'à la fin de la scolarité, donc ça ne s'arrête pas au tronc commun, un accès égal à la culture et à l'art au travers de leurs différents modes d'expression, mais aussi de renforcer la dimension culturelle des domaines d'apprentissage. Et donc, il y a tout à fait moyen de toucher le savoir parler, le savoir lire, les sciences, de toucher tous les domaines d'apprentissage par un levier culturel et artistique, ce qui rend peut-être les choses parfois plus vivantes, qui peuvent amener une dimension ludique, une dimension d'imprévu dont parlait Emmanuel, une dimension émotionnelle aux apprentissages et qui donc vient vraiment renforcer votre réalité, qui n'est absolument pas quelque chose qui vient prendre du temps, qui apporte vraiment des bénéfices. On peut voir ici, j'ai pris à titre d'illustration, mais le lien entre, par exemple, le cubisme ou certaines formes d'art picturaux et le travail de la géométrie. Alors, voici quelques dimensions qui sont bien renforcées, touchées par ce fameux PK. Il y a la citoyenneté, les compétences sociales, avoir des balises communes, apprendre à vivre ensemble, les visées transversales que je développerai juste après, le développement de la personne. Et comme le citait tout à l'heure Emmanuel, il suffit parfois de pas grand-chose pour aider un enfant qui perd confiance en lui
à reprendre confiance, à réaccrocher les wagons et à reprendre son parcours scolaire, l'apprentissage des autres disciplines. Et nous avons beaucoup de ressources pédagogiques et beaucoup d'opérateurs, de partenaires qui sont spécialisés dans ces pratiques. Alors, je voulais juste m'arrêter une seconde sur ces fameuses visées transversales qui peuvent peut-être parfois paraître un petit peu théoriques, se connaître, s'ouvrir aux autres, apprendre à apprendre, développer une pensée critique et complexe, la créativité, l'esprit d'entreprendre, les filières du monde scolaire, le monde professionnel, développer des projets personnels. Et en fait, ce que je trouve vraiment très chouette dans le cadre du PK, c'est qu'on est dans la pédagogie par projet et que donc toutes ces visées transversales, en fait, sont touchées sans spécialement devoir y ajouter grand-chose. C'est dans la nature même d'un projet artistique. Et donc, on est au cœur des visées du pacte et des nouveaux programmes. Alors, un petit détour, PK et contrat d'objectif. Et donc, il y a des thématiques qui sont aisément touchées, j'ai envie de dire, l'accès à la lecture, à la culture, le bien-être, mais également améliorer significativement les savoirs et compétences. Vous seriez peut-être étonné de voir, en tout cas moi je le suis, à mesure que je découvre les équipes de nos écoles, de tous les liens qui peuvent être faits de manière assez directe entre des activités culturelles et artistiques et les savoirs et compétences de tous les domaines d'apprentissage. Réduire les différences de résultats entre les élèves les plus favorisés et les moins favorisés. Eh bien, tout à l'heure, Emmanuel a pris un moment pour développer ce point. Réduire progressivement le redoublement et le décrochage. Eh bien oui, comme je vous disais, un élève qui ne se sent pas valorisé ou qui est en perte de confiance peut raccrocher, peut poser un autre regard sur lui, reprendre confiance en lui. Et parfois, eh bien, c'est le petit levier qui va lui permettre de raccrocher à sa scolarité. Augmenter progressivement l'inclusion des élèves aux besoins spécifiques. En fait, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont spécialisés là-dedans et donc on peut vraiment avoir un vrai soutien auprès de ces opérateurs si on les connaît. Accroître les indices de bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire, eh bien, c'est ce dont on parlait précédemment. Alors ici, c'est une petite liste évidemment non exhaustive de toutes les dimensions par lesquelles on peut avoir une porte d'entrée dans le PK. Il y a bien entendu les expressions artistiques, mais aussi le patrimoine. Il ne faut pas l'oublier. Il y a l'agence Wallonne, par exemple, du patrimoine qui propose beaucoup de choses très riches, très intéressantes. La calligraphie. Eh bien oui, une école qui est allée à l'abbaye de Villers-la-Ville m'a expliqué qu'ils ont retracé le cours de l'histoire de l'écriture dans le cadre bien du savoir écrire. Et donc, ils ont eu des jeux de pistes, ils ont eu toutes des activités vraiment ludiques et qui leur ont donné un goût supplémentaire pour l'acte d'écrire, pour la graphie, arts et sciences, folklore, le tissu aussi, le métier du textile, comme on peut voir en bas à droite avec le tamat, les arts audiovisuels. Il y a aussi des appels à projets qui sont là pour toucher ça spécifiquement. Il y a 3 composantes dans le PK. Ça peut paraître assez logique, mais ça fait toujours du bien de le dire. Donc, l'idée, c'est d'enrichir ses connaissances dans le sens de augmenter sa culture générale pour que un jeune en réto puisse avoir les connaissances et les repères nécessaires pour savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Évidemment, expérimenter des pratiques artistiques individuelles et collectives, et puis vivre des moments de rencontre avec des œuvres et des artistes. Et donc, l'idée, c'est que ça peut être une rencontre dans l'école, avec un parent, un talent, une œuvre, ou hors de l'école. Alors, vous avez peut-être aussi déjà parcouru les programmes selon les années dans lesquelles vous enseignez. Donc, le nouveau programme DK, quelle est la différence, quel est le lien avec le PK? Donc, c'est évidemment lié. C'est l'autre accent mis par le pacte sur l'éducation culturelle et artistique, mais alors là, sous forme d'un cours basé sur un référentiel avec un programme qui est écrit au fur et à mesure de l'avancement par nos services. Et ce cours des cas donc reprend un contenu bien défini qui explore très fort les 3 modes d'expression artistique, musicale, plastique et théâtrale. Et donc là, on a un espace dans la grille horaire qui est balisé vraiment par les contenus précis du programme. La différence avec le PK, je dis toujours, c'est le P. Le P des parcours, le P de la pluridisciplinarité. Donc, on ne va pas se baser uniquement sur le cours des cas. On peut aller chercher dans n'importe quel programme de n'importe quelle matière. On travaille par projet et on travaille très souvent pas uniquement,
Un projet PK peut se faire en interne, mais on travaille très souvent en partenariat avec des opérateurs culturels. Donc, on dépasse les cas. On aura évidemment des liens très forts, mais le PK est plus large que ça, et déjà plus large aussi parce qu'il ne se limite pas au tronc commun, il va jusqu'à la fin de la scolarité. Alors, dans la galaxie du PK, il y a plusieurs acteurs. Il y a évidemment d'abord vous, les enseignants, les titulaires de classe qui font partie ou qui initient ou qui entrent dans un projet PK. Vous pouvez être aidé par nous, l'équipe des référents culturels, donc par réseau, il y a des référents culturels qui sommes là pour faire le lien avec le monde culturel. Donc ça, c'est la tâche du bas, avec les référents scolaires qui ont été désignés dans le monde culturel. Donc des groupements d'opérateurs culturels existent et se sont organisés avec une personne référente que l'on peut nous contacter pour essayer de vous trouver des solutions, de dégager les opportunités et de vous aider dans la mise au point de projets et dans la découverte de nouvelles opportunités. Alors le dernier intervenant, c'est sur base volontaire, on insiste bien, sur base volontaire dans certaines écoles, un délégué PK peut être désigné ou peut se porter volontaire pour être la personne de contact référente, la personne qui ne devra certainement pas être celle qui va organiser toutes les activités culturelles et artistiques, mais qui pourrait faire le relais et être notre relais principal au niveau du passage d'informations dans les écoles. Alors, je tenais juste à apporter un tout petit mot par rapport aux délégués PK. S'il y a des offres, par exemple, des offres gratuites qui arrivent parfois de la fédération, des opportunités pour vos écoles, ça nous permet aussi d'avoir un petit réseau de personnes privilégiées à qui nous pouvons relayer ces informations, à titre d'exemple. Alors ici, c'est une illustration d'un projet mené avec une école en lien avec son plan de pilotage. Donc, un des objectifs était de vivre des ateliers d'écriture concrets. Et donc, nous avons organisé une visite à l'espace gallo-romain axée sur l'écriture, puisque c'était la demande et que nous sommes là vraiment pour écouter votre demande et essayer de vous relayer les bons partenaires en lien avec cette demande, cette attente. Et donc, les animations étaient prévues pour mener à des activités d'écriture en classe. Donc ça, c'était vraiment un dialogue que nous avons mené avec eux. Ensuite, il y a eu la maison de la marionnette qui a été visitée. Alors, vous allez me dire quel est le lien entre la marionnette et l'écriture. Eh bien, ils ont appris à écrire des scénettes. Alors, au niveau des objectifs pédagogiques, c'était plutôt vous, évidemment, qui étiez à la manœuvre. C'est votre domaine d'expertise, c'est votre classe. Mais l'artiste a pu apporter son expertise pour compléter votre demande, qui est comment écrire une scénette de manière intéressante d'un point de vue artistique. Ensuite, il y a eu la rencontre avec un auteur via le dispositif Auteur en classe qui a permis qu'il puisse venir en classe précisément pour faire découvrir son œuvre aux enfants et puis ensuite de vivre avec eux un atelier d'écriture. Alors, ici, oui, je voulais simplement vous partager rapidement un projet qui, au départ, démarrait sur une base d'éveil purement scientifique, mais où, avec réflexion, on a pu vraiment l'intégrer dans le PK en le contextualisant, en l'élargissant. Tout ça pour vous dire que ça peut vraiment partir de toutes vos réalités, de choses que vous avez déjà prévues. Par exemple, ici, c'est une institutrice qui, en P5, faisait ses dossiers sur le vivant, l'évolution du vivant, et donc elle était au moment du monde aquatique. Et donc, il y a une visite à l'Aquarium Museum de Liège. Et donc, on les a contactés en disant, eh bien, tiens, peut-on faire des liens avec l'art, la culture, contextualiser les choses, que proposez-vous? Et donc, il y a eu un parcours où on a démarré en partant de l'évolution de la biosphère, ensuite des balades, réjouissances en ville, où on est allé voir les fossiles dans la ville de Liège et où les bâtiments qui ont jalonné le chemin, le parcours, et qui font partie de l'architecture de la ville, ont pu être admirés, ont pu être analysés. Un autre exemple, le thème du grand plongeon. Alors là, l'idée, c'était de partir du fond marin. Suite à la visite, il y a une production via les arts plastiques, des dégradés de couleurs en fonction de la profondeur de l'eau, chansons et activités musicales sur l'exploration du monde, la nature et l'écologie. Vous voyez à gauche, j'ai mis la couverture d'un dossier pédagogique d'une ASBL qui s'appelle Hypothèse et qui a produit les deux fascicules, un en lien directement avec la visite et un autre, Voyage au pays des sons, qui a pu être exploité dans le cadre de ce projet.
il y a les Grignoux qui proposent des projections scolaires avec bord de scène. Alors, c'est étonnant, mais eux ont proposé, par exemple, la planète des singes en disant, mais tiens, on questionne le rapport de l'homme à son environnement, le rapport de l'homme à la nature. Et dans ce film, cette question est au centre du débat, on pourrait dire. Et donc, c'est l'occasion d'élargir encore ce projet, de l'enrichir. Et puis, pour terminer, le service de prêt de matériel de l'UC Louvain qui propose des malles pédagogiques sur le thème du vivant à disposition. Et donc, voilà, on peut partir de quelque chose qui, a priori, n'est pas artistique et de l'enrichir et lui apporter une dimension PK. Voilà, donc en conclusion, ce petit extrait qui résume tout. Pour avoir le désir de culture, il faut vivre de vraies rencontres, des rencontres avec des artistes qui vous ébranlent, qui font événement dans votre vie, qui vous touchent et vous émeuvent, des rencontres aussi avec des enseignants qui partagent le projet d'une éducation artistique pleinement démocratique, entreprise dès l'entrée à l'école, et qui font entrer l'art et la culture dans la vie d'un élève pour ne plus jamais en sortir. Voilà, c'était... Merci à vous. Belle conclusion. Et je peux dire qu'il y a eu pas mal de questions qui sont posées. D'ailleurs, merci à Marie, c'est elle qui était votre modératrice, qui a répondu aux différentes questions. Il y en a quand même une, deux auxquelles on va répondre en direct. On va essayer d'y répondre. C'est toujours l'exercice difficile que de répondre en direct. Il y a Esther, par exemple, qui pose cette question. Comment vivre toutes ces activités avec le décret gratuité? Comment y répondre? Alors ça, c'est bien aussi dans nos missions de vous aider à planifier et essayer de repérer les activités qui vont peut-être être coûteuses et donc rentrer dans cette planification demandée par le décret gratuité. Et puis, d'autres opportunités pour lesquelles il y a possibilité d'obtenir des financements ou de se rallier à des activités déjà en elles-mêmes gratuites. Parce qu'il faut savoir que les opérateurs culturels, certains dans le cadre du PK, ont obtenu un supplément de financement pour pouvoir offrir plus d'activités aux écoles. Donc, dans cette jungle, quelque part, on est là pour essayer de vous aider à planifier pour l'année suivante ce qui serait nécessaire d'inscrire dans les montants prévus et puis de voir ce qu'il y a moyen de faire d'autre pour répondre le plus possible à vos envies et pour monter les projets les plus variés possibles. Alors, donc, c'est au cas par cas, c'est vraiment au cas par cas, à voir à chaque fois. Voilà. Mais il y a de réelles nouvelles possibilités, ça oui. Oui. Pardon, je coupe la parole, je suis désolé. Il y a Marie qui est en train de répondre, mais tant pis, je lui coupe la chic. Elle est en train de le faire par écrit, mais comment savoir qui est son référent culturel? Où trouver l'info? Donc là, vous pouvez... Donc ici, on est référencé sur le site, si c'est déjà actif. On va être référencé sur l'extranet bientôt, en tout cas. Mais vous pouvez nous envoyer de toute façon donc à pk@cegec.be. On vous enverra. Alors, c'est par zone, en fait. Ils sont répartis par zone. Même au sein des diocèses, ça ne correspond pas toujours exactement. C'est par zone scolaire, une ou deux zones scolaires ou un diocèse entier. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour savoir qui est le vôtre. Voilà. Et alors, la toute dernière question, elle est longue, donc si je veux devenir référent scolaire, est-ce que, par exemple, ma collègue d'une autre classe me dit qu'elle aimerait faire un thème sur la préhistoire ou autre, et je vous contacte pour avoir des infos ou je recherche les infos moi-même? Alors ça, c'est si vous voulez être délégué PK. Donc déjà, dans les termes, les référents scolaires, ce sont les acteurs du monde de la culture qui travaillent avec nous. Donc, si vous voulez être délégué PK, donc en effet, on va être là-dedans, on va être dans le relais d'infos. Vous ne serez pas censé chercher absolument pour elle. Ce sera plutôt de l'aider à l'aiguiller ou de relayer sa demande et qu'on puisse, ce sera un ping-pong, ce sera vraiment un échange avec nous pour que vous n'ayez pas, vous, tout le travail, mais que vous puissiez être la personne qui relaie la demande. Voilà. Voilà. Et Marie, après, je voulais juste dire, on est quand même contactable par tout le monde. Les enseignants ont le droit de nous contacter sans spécialement toujours devoir passer par un délégué PK. C'est plus simple pour nous. Et quand on travaille avec toute une école, ça fluidifie. Mais je veux dire, moi, on est accessible par tous. Voilà. Et Marie avait mis une adresse d'ailleurs dans le chat pour vous contacter. Et puis le mot de la fin, parce qu'il va falloir enchaîner, Emmanuel. Non, mais je voulais dire évidemment qu'un délégué PK, petit à petit, va aussi avoir de plus en plus d'infos en tête et pourra peut-être à un moment donné se passer de nous demander. Mais dans un premier temps, on est vraiment là et c'est une fonction de relais.
Voilà. En tout cas, j'ai retenu l'idée de l'art comme levier de valorisation, de motivation et de bien-être. Je trouve que ça résume pas mal l'idée et l'approche générale. Merci à vous deux pour cette très chouette présentation. On y voit beaucoup Avec plus clair. plaisir. Et Merci donc, à vous. Et donc, on va lancer le sondage pour lancer la deuxième thématique, le premier volet de FMTTN. Donc, vous voyez, il y a un petit 1 qui vient d'apparaître dans le sondage. Et comme tout à l'heure, il y a une petite question d'entrée de jeu. Parmi les activités proposées, quelles sont celles qui sont développées en FMTT, formation manuelle technique technologique, selon vous? Alors, lire une recette de cuisine, identifier les ustensiles et ingrédients nécessaires, effectuer des boutures de plantes ou bien apprendre à faire différents types de nœuds ou encore dessiner le croquis d'un objet ou encore aménager un local. Selon vous, parmi là, qu'est-ce qui figure dans FMTT? Pour répondre à la question, il y aura d'un côté Catherine Binon qui va me rejoindre maintenant. Elle est membre du service de production pédagogique ayant participé à la rédaction des nouveaux programmes. Et puis, il y a aussi en présentation Tan, formateur TANQ, qui est formateur pour l'IFEC. Et donc, tous deux, alors on va d'abord aller voir un peu ce qu'il en est au niveau des résultats. Donc, il y a évidemment possibilité de voter pour plusieurs choses, vous l'avez compris. 60% pour la recette, 57% pour apprendre à faire différents types de nœuds, 48% pour effectuer. Et en fait, on a voté un peu pour tout. C'est normal, ça? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir d'abord, oui. Effectivement, on a voté un peu pour tout et c'est tout à fait normal parce que toutes ces activités font bel et bien partie des apprentissages en FMTT. Simplement, la petite nuance, c'est que toutes ces activités ne sont pas travaillées chaque année. Donc, certaines sont spécifiques pour des années particulières. Donc, la première, lire une recette de cuisine, identifier les ustensiles, eh bien là, on est en P2. Apprendre à faire différents types de nœuds, là, on est en P5. Dessiner le croquis d'un objet, nous sommes en P6. Effectuer des boutures de plantes, là, nous sommes en P4. Et enfin, aménager un local, alors on travaille ça en P2 et en P5. Donc voilà, donc ce sont bien toutes des activités FMTT, mais qui sont travaillées dans des années particulières. Voilà, je vais vous laisser la parole. Peut-être signaler quand même que vous n'hésitez pas, il y a toujours l'espace questions. Et cette fois-ci, c'est Benoît Depuis qui fait partie du service de production pédagogique, qui a rédigé avec d'autres le programme FMTT, qui en est d'ailleurs, on va dire quoi, un peu le maître d'ouvrage. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions, il y répondra donc dans cet espace réservé. On vous écoute. Merci. Alors, donc voilà, nous avons déjà donc répondu à cette diaci, donc je laisse Tan prendre la parole. Voilà, j'enchaîne. Bonsoir à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Alors, Catherine, Benoît et moi, donc, nous allons vous présenter en quelques dizaines de minutes ce qu'est la FMTT. On va parler des contenus, des enjeux, etc. Mais avant de commencer, chose importante, Marc en a parlé un petit peu tout à l'heure, Christophe aussi. Il faut savoir que la FMTTN fait partie du tronc commun et que c'est une nouvelle discipline obligatoire. Et que dans la FMTTN, il y a deux grands volets. Le volet numérique, dont on parlera plus tard dans une autre conférence. On laissera nos collègues développer cette partie numérique juste après notre petite présentation. Et nous, ici, pendant 20-25 minutes, on va se concentrer plutôt sur le volet FMTT, donc formation manuelle technique et technologique. Dernière petite précision, c'est qu'au niveau maternel, on parle de FMT, formation manuelle et technique, et on ajoute le côté technologique à partir de la première primaire. Alors, vous avez ici à l'écran ce qui compose réellement la FMTT. En fait, dans la FMTT, on va retrouver ce qu'on appelle des contenus communs et 4 champs. Alors, vous les voyez à l'écran, les contenus communs, ils sont à travailler chaque année. Donc, le tableau synoptique permet vraiment de voir quand chacun des champs ou quand les contenus communs sont activés. Et vous voyez que les contenus communs sont à travailler chaque année. On les travaille à chaque fois qu'on travaille la FMTT. Catherine vous développera le contenu de ces contenus communs dans un instant. En ce qui concerne les champs, alimentation, habitat, matière et matériaux, techniques de culture, objets technologiques, eh bien, ils ne doivent pas être travaillés chaque année. On voit ici quand les différents champs sont ouverts et par exemple ici en P3, eh bien on voit qu'il n'y a qu'un champ qui est évaluable, qu'on va être obligé de travailler, c'est celui des techniques de culture. Mais il faut savoir évidemment qu'on peut, si on le désire, réactiver des champs qui ont été travaillés les années précédentes
au cours de la troisième primaire. Les 4 champs vont être détaillés en quelques minutes maintenant par Catherine. Voilà. Donc, nous avons appelé ça les 4 champs en images. Donc, pour vous donner vraiment une idée concrète des apprentissages qui se cachent justement derrière chaque champ, nous allons vous montrer quelques exemples. Alors, le premier champ, donc, il s'appelle alimentation. Donc voilà, donc dans ce champ, avant de vous présenter les savoir-faire donc en détail, juste une petite remarque. Donc vous voyez qu'on a incorporé aussi des apprentissages de maternelle, mais nous avons choisi de les grouper en fait dans cette page, malgré que dans le programme, le champ de l'alimentation n'existe pas en maternelle. Donc il y a une présentation quelque peu différente, mais nous avons pu ici en tout cas le grouper avec le champ de l'alimentation. Donc ici quelques exemples. Donc voilà, donc de façon générale, le champ de l'alimentation, eh bien, les enfants réalisent des recettes, mais pas que. Et surtout, on n'est pas forcément dans un réel apprentissage en FMTT quand on réalise une recette de cuisine. Donc, lors de cette conférence, vous allez découvrir en fait les différentes conditions qui permettent de transformer cette activité culinaire en réel apprentissage FMTT. Alors, voici donc quelques exemples, comme je vous le disais. Donc, en maternelle, nous aurons réalisé dans des jeux symboliques les gestes appropriés à l'aide d'objets techniques. Donc, par exemple, utiliser le couteau en plastique pour étendre, de façon factice, pour étendre du beurre sur une fausse tranche de pain. Ça peut aussi être au moment où les enfants réalisent des sablés, donc c'est la deuxième image, les enfants réalisent des petits sablés et ils vont utiliser le rouleau à pâtisserie. Et donc, c'est apprendre à positionner les mains de manière adéquate pour utiliser le matériel. En P2, là, on a appliqué des gestes techniques pour prélever une quantité. Donc là, on voit que la petite fille utilise une dosette. À côté, vous avez appliqué des gestes techniques pour éplucher. Donc là, on va apprendre aux enfants à développer ce geste technique qui est de manipuler l'éplucheur. En P4, on est sur utiliser des instruments pour mesurer. Et donc là, on voit un petit garçon qui manipule le bol mesureur. Toujours en P4, on va apprendre à appliquer des gestes techniques comme fouetter, donc utiliser le fouet de cuisine. En P6, on va appliquer d'autres gestes techniques. Donc ici, ce sera un geste pour vérifier l'état de cuisson. Et enfin, un autre exemple pour P6, ça sera de décoder les labels officiels de production figurant sur les étiquettes d'un emballage. Donc, comme je vous le disais, on n'est pas que dans réaliser une recette de cuisine, on a aussi d'autres composantes et surtout vraiment l'apprentissage de gestes bien particuliers. Ça, c'était donc pour le champ de l'alimentation en continuité, quelques exemples d'activités pour vous faire comprendre ce qui se cache là derrière. Pour l'habitat, alors vous voyez que c'est encore le champ numéro 1, parce qu'en fait, le champ numéro 1, ça s'appelle alimentation et habitat. Donc ici, on fait le focus, on distingue les deux. Donc ici, donc vous l'avez vu tout à l'heure dans le tableau synoptique, le champ de l'habitat n'est pas activé chaque année. Donc en P3, P4, on voit que ce n'est pas activé. Alors pour les maternelles, donc quelques exemples, assembler des pièces d'un jeu pour réaliser une construction. Donc par exemple, réaliser une tour, réaliser un circuit avec différentes pièces. Autre exemple de maternelle, c'est manipuler de manière adéquate le matériel pour encastrer. Donc là, on peut encastrer des engrenages, des briques Lego, etc. En deuxième primaire, c'est réaliser la maquette d'une salle de classe à l'aide de solides proportionnés. Et donc, on va travailler, parallèlement, associer des solides aux objets qu'ils représentent. Donc, par exemple, pour représenter le mur de la classe, les fenêtres, le mobilier, je choisis des petites briques Lego peut-être qui ont vraiment la même proportion. On va essayer d'utiliser vraiment la bonne proportion entre ces trois composantes. Et donc, après avoir choisi ces solides, on va réaliser la maquette en 3D, donc en utilisant ces petits solides qui représenteront les différents éléments de la classe. Alors, travailler de cette façon-là permet aussi de pouvoir repenser l'espace de la classe. Donc, lorsqu'on a notre maquette devant nous avec tous les différents éléments représentés avec les petits solides, on peut se dire, tiens, on va peut-être modifier un petit peu la disposition du mobilier dans la classe. Donc, voilà un exemple pour P2. Pour P3, P4, donc pas activé. Et en P5, on a identifié les éléments apparents, fixes et mobiles, constitutifs d'un espace de vie, dont les installations techniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pouvoir repérer les lampes, les prises de courant, les interrupteurs, les détecteurs, mais aussi les sources d'eau, de chaleur, d'aération dans la classe. Et enfin, dernier exemple pour l'habitat, c'est d'expliquer les informations reprises sur un plan d'architecte simplifié. Donc, pouvoir comprendre le plan d'architecte. Voilà donc un petit aperçu de ce qu'on peut travailler quand on est dans le champ de l'habitat. Pour le champ suivant, donc nous sommes dans le champ numéro 2, matière et matériaux.
Alors là, en maternelle, nous avons par exemple donc, positionner les mains de manière adéquate pour utiliser le matériel, donc savoir utiliser la paire de ciseaux. Nous avons aussi manipulé de manière adéquate le matériel pour attacher, détacher et donc travailler avec les velcro. En P1, nous avons appliqué des gestes techniques pour coudre, donc utiliser le fil, l'aiguille. Toujours, alors là maintenant en P2, pardon, appliquer des gestes techniques pour mesurer. En P4, donc là on est bien dans la réalisation d'un ouvrage, et pendant la réalisation de cet ouvrage, eh bien, on va apprendre à appliquer des gestes techniques pour visser. Alors c'est l'occasion aussi de découvrir qu'il y a plusieurs types de tournevis, plusieurs têtes de vis également. On va donc utiliser aussi les écrous. On peut utiliser la pince universelle, la clé plate, la clé à molette, la clé à laine. Enfin voilà, les enfants découvrent pas mal d'outils, de même que la scie en P4. Alors l'autre attendu, donc c'est d'expliquer des informations d'un document technique visuel en lien avec l'objet technologique. Donc c'est voir un petit peu un mode d'emploi, comment fonctionne cet objet technologique, et donc sur base d'une petite vidéo qui permet aux enfants de comprendre le fonctionnement de l'objet. En P6, on aura suivre un mode opératoire présenté majoritairement sous forme textuelle. Donc là, on ne sera plus sous forme d'une vidéo, ça sera un texte qui nous permettra de comprendre un mode opératoire pour aussi réaliser un ouvrage. Donc c'est vraiment suivre le document technique qui permet de réaliser l'ouvrage. Dans les gestes techniques développés en P6, nous avons aussi apprendre à graver, apprendre à utiliser une foreuse également. Je passe donc au champ suivant. On est dans les techniques de culture. Alors là, quelques exemples aussi. Donc en maternelle, nous allons apprendre à manipuler de manière adéquate les outils disponibles en classe. Donc là, on voit un exemple où les enfants apprennent à arroser de manière adéquate. Choisir le matériel approprié et les outils adéquats pour effectuer une réalisation manuelle. Donc ici, par exemple, planter une graine. En P1, P2, donc le champ n'est pas activé. En P3, nous avons appliqué des gestes techniques pour préparer le substrat. Nous avons aussi expliqué le mode de mise en œuvre et les conditions de culture à partir d'un document principalement visuel. Donc là, il s'agit de découvrir quand planter, quel type de terre, est-ce qu'on plante au soleil, à l'ombre, etc. Donc là, c'est vraiment lire le document qui donne toutes les informations pour planter la graine qui est dans le petit sachet. En P5, nous aurons appliqué des gestes techniques horticoles, multiplier des plants, donc apprendre le bouturage. Nous aurons aussi appliqué des soins aux plants et donc là, placer des tuteurs, ligaturer, tailler. Vous voyez que c'est assez vaste, hein, donc pas mal d'éléments. Pour le dernier champ, donc, qui s'appelle objet technologique, quelques exemples aussi. Donc ici, en maternelle, on aura choisir le matériel approprié et les outils adéquats pour une réalisation technologique. Par exemple, la lampe de poche, pouvoir choisir le matériel qui est approprié pour construire une lampe de poche. Nous avons aussi manipulé de manière adéquate les outils disponibles en classe, donc utiliser la perforatrice, la graffeuse, l'emporte-pièce, enfin tout ce genre de matériel. En P1, P2, ce n'est pas activé. En P4, nous avons construire un objet technologique en vue de mesurer. Ici, l'exemple vous montre qu'on a construit une balance à plateau, donc à l'aide d'un bouchon de liège, de cure-dents, pic à brochette, couvercle de pot de confiture. On peut aussi construire un sablier pour mesurer le temps. Donc, l'idée, c'est qu'on construit un objet pour mesurer. Donc, ici, c'est donc la balance à plateau voilà, pour la masse, et aussi un sablier pour mesurer le temps. On peut aussi réaliser un croquis, à main levée d'un objet technologique. En P6, là, on va donc le premier exemple, c'est démonter et remonter un objet technologique simple en utilisant les outils adaptés. Et donc là aussi, pour démonter le petit avion, donc l'illustration est petite, mais donc c'est un petit avion. Donc les élèves vont découvrir différents types de tournevis, les têtes de vis qui sont différentes, les pinces, les clés. Donc voilà encore un moment où c'est réactivé. Donc tous ces objets à utiliser, tous ces objets technologiques qu'on va utiliser lors de nos réalisations sont de nouveau réactivés en P6. On va aussi travailler sur les machines simples. Donc ici, on va concevoir, construire et mettre en service un objet intégrant une machine simple. Ici, c'est un exemple sur le levier. Mais on va travailler aussi la roue, la poulie, la courroie et l'engrenage. Voilà donc pour quelques exemples de tout ce qui est travaillé dans les différents champs d'apprentissage. Alors maintenant, un petit élément sur les croisements entre les disciplines. Donc là, vous avez vu vraiment des apprentissages propres à la FMTT, mais on peut se rendre compte aussi que la FMTT, elle peut être au service d'autres disciplines. Donc, par exemple, pour réaliser un pluviomètre. Donc, en sciences, l'attendu en P2, c'est de utiliser un pluviomètre pour mesurer la quantité d'eau tombée. Eh bien, pour pouvoir mettre en place cet attendu en sciences, je vais utiliser FMTT pour construire le pluviomètre.
Alors, je vais aussi activer de ce fait-là des compétences en mathématiques parce que je vais devoir mesurer, lire les graduations. Alors, autre façon de voir les choses aussi, c'est de prendre appui sur d'autres disciplines pour travailler les FMTT. Donc, pour réaliser mon ouvrage en FMTT, je vais prendre appui sur d'autres disciplines. Je vais pouvoir me servir des mathématiques et du français, par exemple, pour réaliser une recette. Donc, la fameuse recette de cuisine dont on parlait tout à l'heure, en français, je vais activer des compétences en lecture de pictogrammes, pour comprendre quels sont les ingrédients que je vais utiliser, quels sont les ustensiles que je vais utiliser. Lecture de texte aussi, pour comprendre toutes les informations qui sont contenues dans cette fiche technique qui s'appelle donc recette. Et en mathématiques, les compétences activées, ça sera pour aussi utiliser les graduations du bol mesureur, par exemple, afin également de m'aider dans la réalisation de la recette. Voilà donc pour quelques points importants pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se cache derrière tous les champs d'apprentissage en FMTT. Je laisse la parole à Tan. Alors, on va un peu vous mettre au travail maintenant, parce que Catherine a un petit peu parlé, moi aussi, à vous de travailler un petit peu. En fait, on va vous proposer de regarder une vidéo. Et donc, c'est une vidéo qui a été tournée dans une école de Châtellerault, vous le voyez à l'écran, en 2e primaire. Alors, Catherine, il y a un instant, vous a parlé de construire des objets, construire un pluviomètre, de cuisiner. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on construit quelque chose, parce qu'on construit un pluviomètre, parce qu'on cuisine, qu'on est automatiquement en FMTT. Elle vous a dit tout à l'heure qu'il y avait quelques conditions qui permettaient de basculer, d'être en FMTT. Et donc, on va vous demander d'observer la vidéo. Vous allez voir cette classe en train de vivre une activité culinaire comme on en vit dans de nombreuses classes ou dans de nombreuses écoles à l'heure actuelle. Et vous allez voir que l'enseignante va mettre l'accent sur certains points avec ses élèves. Et en relevant ces points sur lesquels l'enseignante va focaliser l'attention des élèves, eh bien, vous allez découvrir certaines des conditions qui permettent que l'activité soit une activité de FMTT. Donc voilà, on vous propose de regarder cette vidéo et d'identifier ces différents éléments qui font qu'on sera en FMTT. Il faudra apprendre à prendre la pâte avec une louche et la déposer en bonne quantité pour avoir une crêpe. C'est vous qui allez faire ça. Chacun va apprendre à mélanger et à déposer la pâte dans la louche pour faire sa crêpe. Vous vous souvenez des images? Je vais les mettre ici. On a déjà coupé des crêpes. Oui, on avait découpé les images pour les différentes étapes. Il faut commencer par quoi? Oui. C'est quoi ça, Louise? Qu'est-ce qu'on fait là, Ilan? On retourne la crêpe et puis on la mange. Sur l'écran, on va regarder une petite vidéo où on explique comment on va faire les crêpes. Et là, vous allez bien regarder pour voir comment ils expliquent exactement comment vous allez devoir faire. Tu vas voir, c'est très facile de faire de la pâte à crêpes, mais demande quand même à ta maman ou ton papa de venir t'aider. Alors commençons par réunir les ustensiles dont nous aurons besoin pour faire la pâte et les crêpes. Restez assis, on reste assis. C'est quoi tout ça? Ce sont des ustensiles. Il va y avoir un atelier ici, il va y avoir un atelier là-bas, et puis il va falloir mélanger. On dit pas mélanger, on dit quoi? On dit fouetter. Avec quoi? Alors regardez un petit peu. Attends, Ethan. Attends. Allez, vas-y, va chercher. Tu vas chercher quoi? C'est quoi ça? Un fouet. Un fouet. Alors tu peux aller le déposer là-bas. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On prend la pâte et on verse sur le... Est-ce qu'on va prendre la pâte avec ça? Quel est le problème, Maria, avec ça? Attends, les gars. Asseyez-vous. Maria. Ah, et qu'est-ce qu'elle va faire, la pâte, s'il y a un trou? Elle va couler. Alors, est-ce qu'on va prendre ça? Non. Ah, ça sert à quoi, ça?
s'appelle un... Mesure. Presque. On peut mesurer, ça s'appelle un doseur. J'appelle un groupe. Vous allez vous laver les mains. Non, une seule fois et on prend... Après, pour s'essuyer les mains, on prend l'essuie ou un papier. Un seul. Là, on va la peser. Ok. Donc, nous, on va la peser avec la balance qui est ici. Voilà. Et donc, à combien est-ce qu'on doit mettre de farine? On a dit 300 quoi? 300 grammes. Très bien. Vas-y. Un petit peu. Hop, stop. On est à combien là? 304. Donc c'est un petit peu de trop. Donc on va en retirer un petit peu. D'accord? Un tout petit peu, hein. On va arriver à 300. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tu remets dedans. Alors, regardez. On est à combien? 301, mais c'est très bien. Je vais te montrer, tu le feras après. On va casser la coquille au milieu. Donc on doit la casser sur quelque chose de dur. Là, si c'est pas assez dur, on peut faire sur le bord du bord. Un tout petit peu. Et puis on le met au-dessus du bord. On va mettre les deux pouces à l'intérieur. Et comme ça, on pourra ouvrir la coquille et verser l'œuf. D'accord? Vas-y. Hop, ok. On met au-dessus. Les pouces dedans. C'est un peu écrasé, quoi. Ça fait mal. Ça va, très bien. On met dedans. Une deuxième. On peut mettre à la poubelle. Une. Comme ça, ok? Est-ce qu'on doit le tenir comme ça? Non, ça n'ira pas. Donc on tient le fouet comme ça et on va tourner tout doucement pour ne pas que la farine sorte du bol. Donc je mélange tout doucement, je touche un petit peu dans le fond pour prendre de la farine. Regarde comment tu tiens. Comme ça. L'autre, tu es droitière, donc avec cette main-là. Pas avec cette main-là, Inès. Toi, tu fais ça. Mets-le bien comme ça. Comme ça. Les filles, laissez-la faire. Voilà. Ta main là. Voilà, très bien. Encore un peu. Voilà, ça va. Dans le fond, elle est un petit peu dure. Elle est encore dure, alors il faut aller chercher la pâte dans le fond. Bien mélanger. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On fait attention de ne pas toucher la poêle. Et comment on fait un petit? Oui. Encore un peu. Peut-être un peu beaucoup. Et la mettre, comment on va faire des petites? Voilà, stop. Hop, on s'arrêter comme ça. Il y avait, écoutez-moi avant, il y avait Orion, Ethan, Stélio. C'est Roman le choco. Oh, c'est chaud. Moi, c'est terminé. Voilà. Alors évidemment, je suppose que vous avez bien fait votre petit devoir. Vous avez relevé ces conditions qui est évidemment notées en dessous des images. Donc lire un document technique, utiliser du vocabulaire spécifique, etc. Pour continuer, moi je vais aller sur le côté un peu spécifique de la FMTT, parce que la FMTT a des particularités, et une de ces particularités, c'est qu'il existe des visées que vous avez à l'écran, vers lesquelles on va tendre pour la fin du tronc commun. Alors, ces visées, elles ne sont ni évaluées ni évaluables, mais elles sont présentes et c'est vraiment quelque chose à avoir en tête pour du long terme. Alors, une des visées, comme dans d'autres disciplines d'ailleurs, c'est le développement de l'autonomie. Les élèves commencent évidemment à la développer avec l'aide de l'enseignant et puis progressivement, ils vont réussir à se développer seuls, tout comme ils le font dans d'autres disciplines. Une autre visée, c'est le développement de la cognition. Là, c'est vraiment important aussi. Donc, la cognition, qu'est-ce que c'est? C'est en d'autres termes, amener les élèves à s'approprier, par exemple, des savoirs, un vocabulaire spécifique, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et à s'approprier ces termes de vocabulaire, par exemple. Alors, attention, hyper important que ça se fasse en situation. Les élèves utilisent les mots lors de la réalisation concrète, lorsqu'ils réalisent leurs recettes, lorsqu'ils réalisent leur montage, qu'ils construisent leurs outils, etc. On n'est pas dans des définitions de dictionnaire. Alors, autre visée, c'est la créativité. C'est une des visées à développer. Et donc, par exemple, les élèves vont imaginer comment ils vont s'y prendre pour arriver à réaliser leurs tâches, leurs projets, leurs défis. Ils vont découvrir une nouvelle démarche à s'approprier.
Donc, de nouveau, viser qu'on essaie de mettre en œuvre pour la fin de la petite 6 sans attendu précis. La collaboration, elle concerne notamment le travail en équipe, le fait d'être attentif à ne pas blesser les autres, etc., à savoir travailler ensemble. Et enfin, la dernière visée que vous avez à l'écran, c'est ce qui concerne le développement durable. Alors, on va régulièrement mettre le focus sur la problématique du développement durable, soit en tant que projet, soit au sein d'une activité spécifique. Alors, évidemment, comme Catherine l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, ce développement durable se travaille aussi en lien avec d'autres disciplines, comme par exemple les sciences ou le PC, l'éducation philo-citoyenneté. Voilà. Alors, je reviens ici sur quelques focus sur les différents moments de l'activité que vous avez vu dans la vidéo. Donc voilà, donc rien de grand nouveau. Une activité culinaire, c'est vraiment une pratique habituelle de classe. Vous avez tous l'habitude certainement d'en réaliser. Mais ici, pour qu'elle constitue vraiment un apprentissage en FMTT, il a fallu mettre en évidence certains éléments. Donc, il faut prendre conscience en fait aux élèves des gestes techniques qu'ils développent. Chez nous, adultes, ils sont automatisés, tous ces gestes, mais pas encore chez les enfants. Donc, ça constitue vraiment un nouvel apprentissage. Il faut aussi leur apprendre le vocabulaire des ustensiles utilisés et aussi leur apprendre à assurer la sécurité sanitaire en manipulant les ingrédients. Alors, voyons vraiment ce qu'on a pu découvrir durant l'activité. Donc, probablement ce que vous avez pu noter de votre côté. Donc, je suppose que ça va rejoindre ce que vous avez effectivement écrit de votre côté. Donc, voilà, lire un document technique, on a énoncé les techniques rencontrées dans un tutoriel. Donc, ça, c'est un des apprentissages, c'est de pouvoir énoncer les techniques rencontrées dans le tutoriel. Autre savoir-faire qui est travaillé, c'est de énoncer les étapes de la recette. Donc là, c'est vraiment un apprentissage en FMTT, c'est de pouvoir, sur base de la lecture du document technique, qui ici est une recette, pouvoir énoncer les étapes. Ensuite, on va préparer le poste de travail. Et donc là, on va apprendre à disposer le matériel qui était ici en P1, P2. En tout cas, c'est préparé par l'enseignant. L'autonomie, comme l'a mentionné Tania il y a un instant, elle est développée un petit peu petit à petit. Donc ici, pour l'activité qui était travaillée en P2, voilà, les enfants n'étaient pas encore totalement autonomes. Donc ici, c'est un matériel qui est préparé par l'enseignant et l'enfant identifie lui-même quels sont les ustensiles qui correspondent à la recette. Autre focus ici qui a été vu pendant la vidéo, donc c'est d'utiliser le vocabulaire spécifique aux ustensiles. Donc là aussi, pouvoir noter, voilà, comment ça s'appelle ce bol exactement, tiens, et tel ustensile, ça s'appelle comment. Donc vraiment pouvoir mettre en évidence le vocabulaire. Et aussi assurer la sécurité sanitaire. Évidemment, on est en cuisine, donc là, il faut vraiment bien mettre en place le protocole de lavage des mains qui aurait été bien sûr appris en amont. Autres éléments qui ont été également vus pendant cette vidéo, donc les enfants ont appris aussi à prélever une quantité. Donc là, on voit qu'ils utilisent la balance, donc ici, ils prennent la cuillère, ils auraient pu prendre aussi un bol avec un bol mesureur. Donc voilà, donc on apprend à prélever une quantité, c'est aussi un attendu d'FMTT. Dans les autres gestes techniques d'FMTT, c'est aussi apprendre à transformer un aliment. Donc ici, on apprend à casser un œuf, on apprend à fouetter, on apprend à mélanger. Donc ce sont des gestes qui permettent vraiment de transformer les aliments. Et enfin, on apprend aussi dans cette activité les dangers et risques. Donc prendre conscience des risques pour soi et pour les autres. Donc quand on disait dans les visées, dans la dia précédente expliquée par Tan, faire attention aux autres, collaborer et faire attention aux autres, là, être conscient des dangers et risques, c'est aussi faire attention aux autres, à soi et aux autres. Ça, c'est donc pour quelques focus sur l'activité. Alors, pour travailler la FMTT, on développe une certaine démarche. Alors, dans le schéma que vous voyez sur la droite, on vous montre les actions qui peuvent être activées en fonction de l'objet de la leçon. On voit que le réaliser est vraiment au cœur de l'apprentissage. Mais ce sont bien sûr tous les savoirs et savoir-faire développés en chemin, donc en chemin de réalisation. Ce sont vraiment ces savoirs et savoir-faire qui sont les plus importants. Ce n'est pas la réalisation en elle-même. Donc, on va donc apprendre des gestes techniques, on va découvrir, utiliser des outils, on va découvrir des matières également, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais là, on vous donne juste un aperçu. Donc, le produit fini, en fait, c'est le prétexte pour que l'élève développe son esprit d'observation, se questionne, développe sa créativité. Donc, le produit fini, même s'il ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est vraiment tout ce que l'enfant aura appris en chemin qui est important. Il n'y a pas non plus de hiérarchisation de toutes ces actions que vous voyez autour du réaliser.
Ce qui est important, et donc c'est important de savoir que la répétition des activités, elle est vraiment utile pour mettre en mémoire, pour pouvoir automatiser les gestes, connaître le vocabulaire, il est vraiment important de répéter. Donc, dans les premiers exemples des dias précédentes, on voyait que les enfants apprennent à utiliser un éplucheur, par exemple, mais c'est pas en faisant une fois l'activité que l'enfant maîtrisera le geste. Donc, il faudra répéter l'activité, peut-être avec d'autres légumes, mais donc, en tout cas, on va répéter les gestes afin que les enfants puissent les automatiser. Important aussi de pouvoir garder des traces. Et donc, pour que les enfants prennent conscience de ce qu'ils ont appris et comment ils ont appris, c'est important de travailler aussi avec des tableaux d'ancrage, prendre des photos, des vidéos et réaliser des schémas. Ce sera des traces qui permettront aux enfants vraiment de prendre conscience qu'il y a vraiment eu un apprentissage dans ce qu'ils ont. Ils se sont certainement très, très fort amusés durant l'activité, mais c'est malgré tout et avant tout un apprentissage. Et donc, le tableau d'ancrage permet vraiment aux enfants d'en prendre conscience. Alors, pour la suite, nous avons les enjeux. C'est pour Tan. Oui, alors vous l'aurez compris, hein, la FMTT, c'est vraiment quelque chose qui ouvre à d'autres manières d'apprendre, même si, je l'ai vu dans le chat, hein, certains travaillent déjà, travaillaient déjà peut-être sans savoir la FMTT. Donc ça ouvre à d'autres manières d'apprendre, notamment en mettant en avant cette dimension manuelle des apprentissages, l'autonomie, la créativité dont on a parlé précédemment. Et donc, les élèves, quand ils vont développer ces compétences, ces savoirs, ces savoir-faire pendant leur réalisation en FMTT, eh bien, ils vont toucher vraiment à une des dimensions polytechniques qui est mise en évidence dans ce fameux tronc commun dont on entend parler depuis quelques années maintenant. Et donc, ça va peut-être permettre à certains élèves, après avoir manipulé, après avoir testé, réalisé, après avoir agi, de pouvoir éventuellement, s'ils se sentent bien dans ce genre d'activité, eh bien, de pouvoir choisir une filière technique dans laquelle, qui ne deviendrait plus, alors qui ne serait plus alors une filière de relégation, comme c'est un peu trop souvent le cas à l'heure actuelle, mais plutôt un choix qu'il ferait après avoir vécu, manipulé, réalisé. Et donc, c'est peut-être un des éléments qui pourrait amener la valorisation de ces fameuses filières techniques. Et puis, on ne sait jamais, peut-être une féminisation de celles-ci. Alors, normalement, la dia suivante va arriver, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, donc on va vous proposer de regarder une deuxième vidéo dans laquelle vous allez voir que nous avons interrogé l'enseignante que vous avez vue il y a un instant et on lui a posé quelques questions quant à ses ressentis par rapport à la nouvelle discipline, par rapport à l'activité qu'elle a fait vivre à ses élèves, mais aussi pour avoir son avis sur les intérêts qu'elle voit dans le développement de la FMTT, les difficultés éventuelles et comment faire face à ces difficultés, évidemment. Et enfin, on l'a interrogé par rapport au comportement des élèves, par rapport à l'activité qui a été vécue dans sa classe. Et donc voilà, on vous propose simplement de prendre connaissance de son témoignage. Ce qui est bien, c'est que ça touche les enfants directement. Il y en a qui le font chez eux et au contraire, il y en a qui ne le font pas. Donc ça, c'est bien de leur apporter. Et alors, c'est concret. Ils peuvent justement manger ce qu'ils ont fait. Et alors, on a beaucoup de gestes techniques qu'on leur apporte qu'ils ne font pas d'habitude ou qu'ils ne connaissent pas vraiment, même si ça paraît tout simple, mais il y a des gestes qu'ils ont appris grâce à ça. Alors les freins, c'est que ici, heureusement que j'avais mon collègue avec moi, donc on était deux. Donc ça, c'est indispensable d'avoir une deuxième personne. Et alors, c'est clair que ça demande de l'énergie, ça demande de l'organisation, ça demande du matériel. Et donc, c'est des activités qu'on ne peut pas faire toutes les semaines. Être à deux au minimum, ça c'est clair que c'est important de pouvoir se partager les tâches, observer justement chaque enfant en individuel, avoir des petits groupes. Ici, on a pu faire des petits groupes de 3. Et donc, ça, c'est important pour que chaque enfant puisse faire les gestes, que tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout seul, c'est plus difficile que les enfants manipulent et soient actifs à chaque moment de l'activité. Donc les solutions, ce serait donc d'être à deux,
d'avoir assez d'espace pour pouvoir organiser tous ces ateliers et d'avoir un cadre correct, d'avoir une bonne organisation, que les enfants soient calmes, une bonne gestion de classe. Alors oui, il y a des enfants, effectivement, une fois qu'ils sont assis sur leur chaise, ils ne bougent pas, ou ils ont cette canalisation qui se fait naturellement, que ici les enfants bougent un peu plus, ils sont plus enthousiastes, donc il y a certains enfants qui ont tendance à dépasser un peu les limites au niveau du bruit, au niveau de la gestuelle, et donc ça c'est clair que certains sont différents dans le sens où ils sont plus bruyants. Par contre, il y en a d'autres qu'on entend moins et qui se révèlent un peu plus en disant « Ah ben moi j'ai cuisiné, c'est des activités qu'ils connaissent ou qu'ils ont déjà fait à la maison ». Ah ben c'était mouvementé, mais voilà, je suis contente d'avoir terminé mon activité et d'avoir abouti à la cuisson des crêpes et que les enfants puissent avoir mangé chacun leurs crêpes. Je pense que c'est une fierté d'avoir apporté la joie aux enfants de pouvoir concrétiser ça. Et alors ils sont vraiment enthousiastes par rapport à ce genre d'activité. Donc c'est gai de pouvoir les voir épanouis et heureux de pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Alors, en résumé, FMTT, c'est réaliser, c'est agir dans les 4 champs d'apprentissage qu'on vous a présentés. C'est développer des savoir-faire, donc développer des gestes techniques, lecture de documents, de documents techniques, application de modes opératoires, assurer la sécurité et la santé, limiter l'impact écologique de ces activités. On n'en a pas trop parlé, mais donc voilà, il y a aussi cette facette qui est développée. Développer des savoirs qui sont directement intégrés aux activités vécues. Donc, par exemple, vraiment connaître le vocabulaire relatif à tous les ustensiles et outils qu'on va travailler. Développer des visées d'autonomie, de cognition, de créativité, de collaboration, comme Tan vous l'a expliqué. C'est faire prendre conscience aux enfants vraiment des apprentissages qui ont été développés durant l'activité. Et enfin, c'est prendre appui sur d'autres disciplines et inversement pour travailler la FMTT. Voilà donc. Alors Marc, je ne sais pas si on a le temps de pouvoir répondre aux questions. On va aller très vite sur une question en fait, parce que c'est vrai qu'on a un peu débordé, mais tant mieux, hein, parce que ça veut dire que voilà, il y avait des choses à dire et il y a eu pas mal de questions qui ont été posées, on y a déjà pas mal répondu. Il y a une question qui parlait du volet numérique, on va y venir dans quelques instants. Mais là, juste une question et un petit temps qui est lié d'ailleurs, Benoît, c'est lui qui a répondu, il vient d'apparaître là. Bonjour Benoît, bonsoir en tout cas. Et donc on va répondre à cette question et qui résume un peu avec l'idée on en faisait déjà avant en fait. Depuis 10 ans, je développe un potager scolaire, nous dit Marie Bérangère, avec mes P1. J'effectue dans ce cadre beaucoup de gestes qui ne sont plus repris pour les P1. Je ne me vois pas arrêter ce projet même s'il n'est pas au programme de FMTT. Que me conseillez-vous? Arrêter l'enseignement, je crois. Non, je plaisante. Bien, j'ai 10 secondes pour pouvoir répondre. Et à mon avis, ça ne va pas être évident. D'autant plus que je vais donner une réponse de Normand. Les rédacteurs des référentiels ont prévu des savoir-faire et compétences, mais pour une année. Ils ont réparti donc toutes ces connaissances, mais à travers tout le tronc commun. Donc, il est vrai que si on fait du jardinage en P1, c'est parfois au détriment peut-être mais des attendus d'autres disciplines ou de la discipline de FMTT. Donc, ma réponse est oui, non. Oui, effectivement, si vous êtes passionné, ce serait intéressant de passionner aussi les enfants, de communiquer votre plaisir de jardiner. Maintenant, non, parce que mais il y a tellement d'attendus à faire durant une année que c'est, comme je le disais, au détriment des autres attendus. Voilà, donc il n'y a pas de réponse bien catégorique par rapport au fait de je peux le faire, je ne peux pas le faire. En tout cas, il y a des deuils à faire et il faut faire des choix. Et donc, c'est à vous à voir ce qui pourrait être intéressant à faire avec les enfants et les choses qui sont accessoires. En 10 secondes,
pas plus. Oui. En fait, de toute façon, ça ne nous empêche pas de vivre des projets avec vos élèves. C'est l'approche qui va être. Il y a des attendus qui sont fixés en FMTT. Si vous jardinez parce que vous allez faire des maths, vous allez faire d'autres choses, rien ne vous en empêche, évidemment. Hein. Il y a juste des attendus qui sont fixés à partir de telle ou telle année. Mais voilà, on peut très bien commencer à les construire. Il y a des attendus qu'on commence à construire en maternelle, hein, déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça, ce sera plutôt ma vision des choses. Mais en effet, je crois que Benoît a bien raison. Il ne faut peut-être pas non plus aller trop vite. Posons d'abord les attendus tels qu'ils ont été fixés que de faire déjà ceux de 5e, 6e, parce qu'alors on va se plaindre que oui, mais on n'a pas le temps de tout faire. Bah oui, à un moment donné, il faut faire des choix. C'est ça, hein, j'ai résumé en 10 secondes. Ouais. Catherine, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Tan s'en est déjà allé. Je le salue, je le remercie aussi. Merci Catherine. Plaisir. Et donc, voilà, on peut prendre contact évidemment avec vous aussi, hein, et avec Benoît si vous voulez des informations complémentaires sur donc ce volet FMTT, volet de formation manuelle technique technologique. On va enchaîner avec le deuxième volet. Et là, on va tout simplement répondre à une question d'un sondage pendant que j'accueille celle qui va justement présenter ce volet avec moi maintenant. Voilà, elle va arriver près de nous, hein, c'est Vinciane Trémourou. Bonsoir Vinciane. Bonjour. Et donc une question, avec quelle affirmation, vous avez droit à plusieurs choix possibles, hein, avec quelle affirmation êtes-vous d'accord? Alors, pas d'outils numériques en classe avant la P3, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Ou bien enfin un cours d'informatique officiel. Ou bien le volet numérique est interdisciplinaire, ou bien les attendus du numérique devront être évalués, ou bien idéalement il faudra un maître spécial de numérique. Voilà, ça ce sont les réponses. On a un peu simplifié la dernière, tu vois, Vinciane. Et donc, Vinciane, tu es là parce que là, tu es co-rédactrice justement de ce programme et de ce volet numérique avec, il y a Benoît, par exemple, qui est à la technique, qui fait partie de ce groupe. Il y avait Marie pour les P3, P4. J'en fais partie et c'est un vrai plaisir. Et donc, je propose c'est qu'on fasse déjà apparaître un peu les réponses, histoire de voir ce qu'il en est. Et donc, idéalement, il faudra un maître spécial de numérique. Ça, c'est pour une personne sur 4. Une personne sur 5, les attendus du numérique devront être évalués. Enfin, un cours d'informatique officiel, ça, c'est 1 sur 8, si je calcule bien. Pas d'outils numériques en classe avant la P3, il y a 4% des bonnes réponses. Et ce qui revient le plus, c'est que le volet numérique est interdisciplinaire. Alors, 86 personnes ont mis ça, 55% en fait des répondants. On va faire apparaître directement le slide, hein, comme ça on va un peu voir quelles étaient dans toutes ces affirmations les bonnes réponses. Et donc, voilà. C'est ça, hein, Vinciane? Voilà, en fait, oui, avec une bonne réponse, c'était que les attendus du numérique devront être évalués, puisqu'il y a des attendus qui sont là dans ce programme. Les autres questions, ça se joue parfois à un mot, hein. Pas d'outils numériques en classe avant la P3, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de FMTTN qu'ils vont pas pouvoir utiliser d'outils numériques en classe. Enfin, un cours d'informatique officiel, ce n'est pas un cours d'informatique, c'est un cours de numérique. Et donc, c'est là la petite différence entre les deux. Le volet numérique interdisciplinaire, alors non, c'est un cours à part entière. Donc, le N du FMTTN devra être donné pour le haut numérique. Ici, on ne parle pas de faire des exercices interactifs sur une tablette, mais on parle vraiment d'étudier le numérique en soi. Et puis alors, idéalement, il faudra un maître spécial d'informatique. On sait bien que dans certaines écoles, ce sera sans doute le cas, mais idéalement, ce serait bien que ce soit les titulaires qui puissent s'impliquer pour justement faire vivre des moments de la classe dans ce numérique, quoi.
Voilà, parce qu'on le verra, hein. En fait, l'idée, c'est qu'on va beaucoup produire de contenu dans ce volet au numérique et donc, ce serait bien de relier ça à d'autres apprentissages disciplinaires. Mais l'approche des attendus, ça, c'est vraiment bien des approches clairement identifiées. Pour ce cours de formation au numérique, on insiste sur le haut et donc, Marciane l'a déjà dit, hein, l'idée, ce n'est pas d'utiliser le numérique pour faire des exercices, ça, c'est le numérique comme support d'apprentissage. Dès la maternelle, on peut très bien le faire. Quand il y a une vraie plus-value, allons-y, franchement. Mais ça, c'est pas le cours de numérique. Le cours de numérique, ce sera vraiment quand on portera un vrai regard critique sur ce qu'est le numérique, à la fois dans la façon dont il fonctionne, à la fois dont on communique à travers le numérique. Donc, voilà, l'objet d'apprentissage pour lui-même, c'est le numérique. Ok, alors comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le tableau synoptique du FMTT, si vous avez regardé en dessous, il y avait déjà le volet numérique avec ses 4 champs, tout comme le volet FMTT. Et donc là, vous avez 4 champs qu'on va un petit peu développer maintenant. Alors nous, on va travailler de façon différente. On vous propose de rester surtout dans les sondages parce qu'on va chaque fois vous poser une question qui sera chaque fois la même, hein. Et après, on viendra donc sur chaque champ. Donc, les 4 champs qui seront là ne seront pas développés chaque année. Un seul sera activé les 4 années, c'est création de contenu. Les autres, vous verrez que ce ne sera pas chaque année qu'on les activera. Alors, donc, là, je vous lance la première question qui est déjà apparue dans les sondages. Travailler la position correcte des doigts sur la souris. À votre avis, à partir de quelle année va-t-on… Vous pouvez faire une réponse multiple aussi, hein. Travailler la position correcte des doigts sur la souris. En quelle année va-t-on pouvoir faire ça? Alors, bonne question. On a mis question 0 parce que c'est l'occasion de tester en fait le chat. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Au niveau des… alors, j'ai perdu les réponses. Tu les as, toi, Vinciane, devant les yeux? Voilà, Oui, je les vois devant les yeux. Alors, pour le moment, il y en a la moitié qui nous dit troisième primaire. Oui. Voilà, et donc l'idée, c'est qu'en fait, vous allez voir, et c'est pour faire le lien justement avec ce qui vient de se passer, en fait, quand on est sur cette ergonomie, position des mains, des doigts, se positionner correctement sur sa chaise quand on est en train de travailler avec un outil numérique, par exemple, en fait, tout ça, c'est ce qu'on va mettre dans dans la charnière entre FMTT et N. Ce sont des contenus communs, et donc on doit apprendre aux élèves à adopter une posture ergonomique, que ce soit de son corps, que ce soit de sa main, et ce, dès la 3e, ça va évoluer. On va aussi apprendre à nos élèves à éviter le gaspillage des consommables. Évitons d'imprimer un tout bout de champ. Trouvons d'autres possibilités, par exemple. Alors, il y a des exemples. Là, on est dans ce qui va se trouver dans le programme de P3, P4. Et on aura en P5, P6, toujours dans ces contenus communs, une approche qui sera, elle, plutôt de contextualiser les apprentissages avec la vie de tous les jours. Et donc, voilà, faire du sens. Le numérique, c'est pas juste que pour faire fonctionner une machine. Le numérique, c'est pour faire fonctionner plein de choses dans la vie de tous les jours, comme par exemple le feu rouge qui nous permet d'éviter les accidents. Et donc, on va apprendre aux enfants tous ces contenus communs qui sont là. Mais on va lancer quand même, et on va aller rapidement, hein, parce que, je l'ai dit, il y a pas mal de questions. On va essayer chaque fois de situer l'année dans laquelle a lieu donc l'attendu. Et donc ici, par exemple, l'exemple, c'est découvrir différents moteurs de recherche et leur organisation. En quelle année est-on pour faire ce genre d'activité, donc P3, P4, P5, P6, ou bien dans le secondaire, vous validez. Et on est, alors Vinciane, oui. Nous sommes pour le moment en P5 à 40%, en P4 30%. Voilà, mais la réponse ici, on est dans le champ information et données, et ce sera en P3, découvrir différents moteurs de recherche, bien montrer aux enfants qu'il n'existe pas que Google, qu'il y a aussi Bing, Ecosia, Quant Junior, etc. Tout ça, ce sera à partir en 3e, 4e, mais découvrir vraiment déjà en 3e primaire. Alors, question suivante, on a dit, on va d'abord faire une salve et puis on fera une petite synthèse après, mais comme ça, on a une première idée. La question, Vinciane? Donc maintenant, on vous demande si on veut réaliser une présentation sur un support numérique pour accompagner une prise de parole devant un groupe. Alors ici…
Une présentation sur un support numérique pour accompagner une prise de parole devant un groupe. Alors, on va voir au niveau des réponses. On est à P5 pour la majorité, 50%. Une personne sur deux a dit P5, c'est P6. Mais donc l'idée, c'est que donc les élèves vont en effet, un peu comme ils faisaient leur élocution où ils préparaient une affiche avant pour cette fameuse élocution, en fait, le support ne sera plus l'affiche maintenant. Le support sera numérique, quel qu'il soit. Ça peut être un book 14, ça peut être enfin, ça peut être plein de choses, un PowerPoint, ça, voilà. Mais donc, il y aura ce support qui va accompagner. Les enfants devront faire ça à partir de P6. Question suivante, Vinciane. Produire un graphique qui illustre les résultats d'un sondage. Donc, on est sur un tableur. Alors, on va citer Excel, il y en a d'autres, mais donc à partir de quelle année va-t-on devoir faire ça selon vous? Voilà, alors ici, les votes nous parlent beaucoup de secondaire. Donc, 40% sont en secondaire, mais voilà, non, c'est bien plus tôt. Ce sera en P5 qu'on va devoir utiliser un tableur, faire un graphique pour, par exemple, voir combien d'enfants sont venus à l'école à pied, en voiture, en vélo, réaliser ce genre de graphique avec vos élèves. Donc ça, ce sera en P5. Alors, juste une petite chose, je vois qu'il y a déjà quelques participants qui s'en vont parce qu'il y a un peu de retard. S'il vous plaît, restez bien jusqu'au bout parce qu'on a un cadeau à la fin. Ah oui, un beau cadeau. De choc pour ceux qui restent. Donc, restez bien, on vous tient en haleine. Cela dit, ce ne seront pas des machines, on ne va pas vous offrir des ordinateurs. Malheureusement, on aimerait bien, mais… Donc, question suivante, s'entraîner au traitement de texte. En relevant un défi, taper Anaïs a mal à la tête, par exemple, ça, ce sera… Alors, ce sera la majorité, on se permet, on vous laisse répondre, mais la majorité, ou bien c'est P3, 57%, ou bien P4 à 37%. C'est chouette, ça. Si vous faites taper ça à vos élèves et qu'ils y arrivent, je peux vous garantir qu'ils maîtrisent le clavier pas mal et on sera en P4. En fait, le traitement de texte va s'apprendre en 4e année, plus particulièrement dans ce qu'on appelle donc ce champ création de contenu. Allez, on poursuit. On a une déferlante là de questions. Quand va-t-on paramétrer les conditions d'accessibilité de l'espace collaboratif? Ouh là là, ça paraît bien difficile tout ça. Paramétrer les conditions d'accessibilité de l'espace collaboratif. Alors là, on est encore beaucoup en secondaire ou en P6. Voilà, la toute grosse majorité, P5, P6 secondaire. Alors, voilà, exactement. Donc, on est en P5 quand même, parce que c'est là qu'on va activer le champ communication et collaboration qui sera vraiment travaillé en P5 et puis aussi en secondaire, mais on va déjà commencer à travailler sur des espaces collaboratifs dès la 5e primaire. Et il n'y a qu'en 5e, au niveau du primaire, que ce champ d'ailleurs est activé. Voilà, alors pour effacer ces fichiers personnels sur un équipement partagé. Ah oui, donc apprendre à effacer ces fichiers ou ces données personnelles, histoire de ne pas être, j'imagine, identifiable, ce fameux RGPD, entre autres. Et la réponse majoritaire, c'est P5 ou bien P4. La réponse réelle, c'est P6. En fait, on est dans le volet sécurité, un volet qui n'est activé, un champ, pardon, qui ne sera activé qu'à partir de la 6e primaire. Et on travaillera justement ces notions de mot de passe, ces notions de données personnelles, donc à partir de la 6e primaire. Question suivante, voilà par exemple ici, ça fait partie des exemples qu'il y aura dans le programme, mais lequel? Donc voilà, on va essayer de s'amuser à détourner la légende d'une photo, histoire de construire de manière humoristique, en tout cas dans cette approche-là, la notion de fake news. Quand va-t-on approcher cette notion de fake news avec les enfants? La réponse. Alors ici, c'est plus mitigé. Il y a un petit peu plus vers 4, 5, 6, mais donc les participants ont répondu ça. Mais pourtant, la bonne réponse, c'est P4. Donc, en création de contenu, là, les enfants vont découvrir la notion de fake news. Alors, une autre activité qui peut être faite aussi avec les élèves, c'est constater que des visages sont floutés sur une photo.
et questionner la raison. Donc, avant de publier, par exemple, on va flouter certains enfants sur les images. Donc, en quelle année va-t-on faire ça? Je ne sais pas si le sondage est Non, lancé. en fait, c'est parce qu'on a une question en avance, donc c'est pas grave. Ici, on va y répondre tout de suite et comme ça, on reprend le train. C'est vrai qu'on va tellement vite que le pauvre Benoît a du mal à nous suivre. Et donc, en fait, pour l'idée de ces visages floutés, savoir pourquoi c'est le droit à l'image, en fait, la notion de droit à l'image. Et les enfants vont beaucoup travailler en création de contenu, justement, la photo, l'image. Et donc, c'est là où on va aborder cette notion avec eux. Donc, on sera en 3e primaire pour le droit à l'image. Question 8, Benoît, le pauvre technicien, ça y est, elle est lancée. Repérer dans des échanges proposés des éléments permettant d'identifier une situation de cyberharcèlement. Et donc, voilà, pouvoir déterminer, repérer, identifier une situation de cyberharcèlement. Est-on en P3, P4, P5, P6 ou bien en secondaire? Ok, ben ici, je vois en P5, P6 surtout, la grosse majorité répondent à ce moment-là, mais nous serons en P6 parce que c'est le champ, pardon, décidément, oui, c'est bien le champ sécurité qui sera activé ici. Donc, quand on va parler de cyberharcèlement, cyberdépendance, tout l'aspect sécurité, ce sera en 6e année. Et pourquoi pas plus tôt? Parce que normalement, les enfants, c'est bien que ce n'est pas le cas, mais normalement, les enfants ne peuvent pas s'inscrire sur des réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans ou 14 ans. Donc c'est pour ça que ce n'est pas activé plus tôt dans les années avant. Voilà. Alors, avant-dernière activité, utiliser le programme Scratch pour coder le déplacement d'un personnage. Donc, Scratch, c'est un petit personnage qu'on va faire avancer comme un petit robot. On va coder son déplacement, le faire avancer. Oui, et là, la grosse moitié des personnes répondent P3, d'autres plutôt P5, et en fait, on est en P5. C'est vrai que, alors, on est vraiment sur la compréhension de la logique de programmation ici. On ne travaille pas le codage pour le codage, hein. Et donc, cette logique de programmation, on va la commencer en 5e, et puis d'année en année, jusqu'à la 3e secondaire, on va mettre des conditions beaucoup plus importantes. Ici, on va faire le déplacement. Quand on sera en précise, le personnage ou ce qu'on va faire bouger devra faire une boucle. Et donc, on va ainsi progresser dans cette logique de programmation tout au long des années qui suivent. Et dernière question, on va vite, hein, on va tout résumer après, c'est promis, on vous donnera des outils et on l'a dit, un chouette outil pour vous approprier ça après. Mais produire un livre numérique avec une application telle que Book Creator. Donc, cette application qui permet d'avoir des livres interactifs. On peut y mettre des images, on peut y mettre des vidéos, du texte. Donc, on est en P3, on est en P4, P5, P6. On serait en secondaire pour faire ça. Voilà. Donc, ici, donc, ils nous disent 3, 4, 5. Maintenant, ça dépend évidemment de l'objectif qu'on a avec ce livre. Nous, on a vu ça comme créer un livre numérique où on va ajouter des images, pouvoir rogner les images. Donc là, on serait plus en P3. Par contre, si on va ajouter du texte et qu'on fait un peu de traitement de texte, là, on sera plus dans la création de contenu en P4. Donc, c'est vraiment ces 2 années-là qui sont les plus visées par ce genre d'exercice, quoi. Voilà, on l'a testé en tout cas, Book Creator par exemple, en 10 minutes, les enfants le prennent en main, hein. C'est assez intuitif. Donc, on est sur la création de contenu multimédia simple tel que demandé par le programme. Et comme le chant tout à l'heure, FMTT, Vinciane, on n'active pas tout le temps. Comme le volet, on a du mal entre les deux mots. Voilà, donc pour le volet numérique, comme je vous disais tout à l'heure, donc création de contenu, vous voyez qu'il est activé chaque année de la P3 à la S3. Ensuite, donc tout ce qui est information et données, ce sera en P3, P4, donc directement à la rentrée prochaine. Et c'est pour ça justement qu'on va vous faire un petit cadeau juste après. Ensuite, en 5e année, donc on va activer communication et collaboration qui reviendra en S1. Et puis alors la sécurité, comme on le disait aussi, sera travaillée en 6e primaire et puis encore en 1re secondaire.
Voilà, le cadeau, il va arriver bientôt et ça répondra à une question qu'a posée Nathalie. Allez la voir, Nathalie Thirion, dans les questions. On y a déjà répondu, mais on le fera encore mieux après. Voilà, ben on va peut-être pas revenir sur toutes les compétences qui sont Voilà. liées à chaque champ, hein, parce que de toute façon, vous allez avoir le support ici avec toutes les explications. Maintenant, je propose qu'on passe directement sur le petit cadeau, c'est ça maintenant? Ah, ça c'est une bonne idée parce que voilà, ça fait pas mal de temps qu'il est en préparation et ça va répondre à cette fameuse question de Nathalie. Avant d'évaluer les attendus en numérique, il faudra plus que former les enseignants pour mettre les élèves sur le même pied d'égalité. Est-ce prévu, demandait-elle. Voilà, et donc je vais vous partager un site internet qu'on a réalisé je me suis trompée de bouton, qu'on a réalisé en équipe étoile, donc avec tous les CTP. Et voilà, ici, le voilà, il s'appelle programme-numérique.be. Vous allez avoir bien sûr le lien pour pouvoir y accéder dans la conversation. Il se retrouvera aussi sur la salle des profs. Donc, pour P3 et P4, vous allez avoir un programme de formation en e-learning, donc ça veut dire en ligne que vous allez pouvoir suivre. Et donc, il se présente en plusieurs étapes. Là, vous voyez qu'en tout, il va vous prendre 75 minutes. Ça, c'est une petite moyenne. On l'a fait tester par quelques enseignants avant. Et donc, c'est une moyenne. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup non plus. Et donc, comment ça se passe? Vous avez des petites vidéos que vous allez pouvoir suivre pour apprendre les nouveaux mots, les nouveaux contenus, des exercices. Ensuite, pour chaque compétence, vous allez avoir un code. Et alors, à la fin, quand vous aurez tous vos codes, vous allez pouvoir déverrouiller un cadenas. Et alors, le cadenas vous donnera droit à encore un autre petit cadeau. Donc, il y aura des fiches d'activité pour vos élèves, mais également plein de ressources en ligne qui seront aussi sur un mur où il y aura d'autres ressources. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, vous aurez accès au programme numérique, donc dès qu'il sera en ligne, tout comme l'autre programme après le congé de printemps, il sera ici aussi, juste le volet numérique sera là et donc vous aurez ce programme-là. Et puis alors, pour chaque compétence, vous voyez, il y a 5 compétences ici qui sont pour 3e, 4e. Vous avez 1 ou 2 vidéos, ça dépend un petit peu de la compétence. Vous avez 1 ou 2 exercices. Et puis alors, à la fin des exercices, vous avez un code. Alors, on vous propose bien sûr de les noter parce que si vous ne faites pas tout votre parcours en un coup, comme ça, vous gardez bien votre code. Ici, par exemple, on voit que pour cette compétence-ci, ça va durer 15 minutes. Et alors, après, vous avez aussi les fiches d'activité qui sont en lien avec la compétence qui est travaillée. Voilà, je vais te laisser la main maintenant. Je vais départager mon écran. Hop. Ah ben, on a départagé mon écran. Voilà. Est-ce qu'on m'entend encore? Oui, mais par contre, c'est moi qu'on n'entendait pas parce que je n'avais pas mis mon micro, j'avais coupé pour te laisser parler. Et donc, oui, on avait bien départagé ton écran. Donc, je le disais, en fait, l'idée, c'est que, voilà, là, c'est une des leçons qui est là. Donc, c'est une préparation que vous allez recevoir avec vraiment même les outils pour réaliser l'activité. Et on sera sur des activités qui sont à la fois numériques et à la fois non numériques parce que ce cours de numérique, ça va pas être 1 heure, on l'a pas dit, mais c'est l'équivalent d'1 heure à peu près dans la grille horaire par semaine, mais ce ne sera pas 1 heure à passer devant les écrans. Et donc, les activités qui ont été conçues justement pour les vivre aussi sans numérique. Et donc, vous aurez chaque fois le détail pratique et avec de ces fiches. Et puis, on n'aura malheureusement pas le temps de les regarder parce qu'on a pris un peu de retard, mais à chaque fois, puisque ça a été testé dans des classes, le retour en vidéo des enseignants qui nous donnent des conseils supplémentaires. Tiens, moi, j'aurais peut-être été jusque-là. Et on a même le retour des enfants pour moi, j'ai eu du mal à ce moment-là. Et donc, ce sont tous des outils que vous allez donc pouvoir découvrir, on le disait, via cet espace. 3e, 4e, donc dans un premier temps,
Et puis, on est en train déjà de se lancer dans la production pour les 5e, 6e. Et puisque les 5e, 6e, l'entrée dans le programme, enfin dans le tronc commun, et donc l'arrivée du programme de FMTTN et des autres, ce sera pour l'année prochaine, septembre 2024 en 5e, septembre 2026 en 6e. Vous allez dès maintenant pouvoir aller voir où se trouve ce volet, cet outil, ce cadeau qu'on vous a préparé via la salle des profs. Donc la salle des profs, dans l'onglet numérique, vous allez voir qu'est apparu maintenant parcours apprenant P3, P4. Vous y avez accès via là, ou bien vous y avez accès via la page d'accueil. Il y a nouveau sur ce site et déjà là, vous avez un petit clic à faire. Et j'en profite. Mais d'abord pour remercier Vinciane pour la présentation de ce programme. Et je peux vous dire qu'on a été vite. Hein. Et merci aussi à Stéphane et Mathieu qui étaient modérateurs. Donc, oui, et donc on ne prend pas les questions parce qu'on n'a pas eu le temps de les lire en même temps, mais j'ai vu qu'il y en avait pas mal et franchement, ils ont bien œuvré pour répondre à tout ça. Et s'il y a des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas à nous contacter. Alors, c'est chaque fois notre prénom, notre nom, @cegec.be. Et donc, comme tu l'as dit, Vinciane, en fait, on est des CTP, des conseillers technopédagogiques. Voilà, merci beaucoup, Vinciane. De rien, au revoir. Au revoir, Vinciane. Moi, je reste encore là parce que là, je joue plutôt ma casquette maintenant d'animateur. Et on le disait, il y a la salle des profs. La salle des profs, il y a aussi d'ailleurs un lien vers tout ce qui va se passer là maintenant au niveau du webinaire. Et là, je vais accueillir, nos responsables de l'IFEC pour faire un peu la conclusion et pour nous donner les détails pratiques des prochains jours. Donc, il y a Catherine qui vient d'apparaître là maintenant, Catherine Philippel, mais elle n'est pas toute seule puisque Geneviève Jacquemin nous rejoint aussi et la troisième, voilà, je l'attendais, Sabrina. Donc, la suite, là maintenant, ça va être quoi ? Alors, la suite, d'abord simplement, surtout remercier évidemment tous nos intervenants au nom de l'IFEC Fondamental, remercier tous les intervenants, c'était super, c'était vachement ambitieux en une soirée de traiter de ces 3 thématiques-là. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on est un peu plus tard que prévu, mais vous êtes encore nombreux, c'est génial. Merci aux participants, plus de 150 participants encore à cette heure-ci, bravo, ça montre que les thématiques vous intéressent. Et on espère évidemment que ce webinaire aura répondu à un maximum de questions que vous vous posiez. Alors, pour la suite, effectivement, ce sont encore 3 soirées, donc mardi, mercredi, jeudi, avec des ateliers plutôt sous forme de témoignages. Et donc là, vous aurez des exemples concrets d'activités, de choses qui se sont réalisées sur le terrain, que ce soit en PK, en FMTT ou en numérique. Et donc, on compte sur vous pour être aussi nombreux. Vous avez tous les liens pour vous connecter à ces ateliers-là dans votre carnet de route. Alors, merci de répondre à l'évaluation que vous allez recevoir. Ça va vous prendre 2 secondes. Mais nous, c'est toujours intéressant d'avoir un retour des participants à nos événements. Et on vous attend demain à partir de 19h30. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter, les chargés de formation de vos diocèses, si vous avez la moindre question pour compléter toutes ces infos. On est à votre disposition. Voilà, merci vraiment à tout le monde. Voilà, mais merci aussi à vous parce qu'on vous a encore les revoir demain et après-demain et après-demain, donc dans les volets. Alors, chaque fois, sachez-le, les webinaires seront enregistrés, quoi qu'il arrive. Et alors, ce ne sera pas pour demain parce qu'évidemment, il y aura un travail de récupération, un travail de montage juste pour rajouter les sous-titres et autres. Mais tout sera accessible sur le site de la salle des profs, entre autres, et puis sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'IFEC, par exemple. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations pratiques là maintenant. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter, à mon tour, une bonne fin de soirée parce qu'elle est déjà bien entamée. Et donc, rendez-vous très, très, très vite pour les prochains webinaires. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde.
Oui, peut-être une précision, tiens, avant que, juste pour l'évaluation, donc le formulaire va arriver directement après. Donc, une fois on a coupé, vous allez avoir le lien vers le formulaire d'évaluation. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Voilà. Et pour les carnets de route, je vois que certains posent la question, si vous avez perdu votre carnet de route avec les liens, envoyez un petit mail à votre chargé de formation diocésain, on vous renverra le carnet de route pour les journées qui viennent. Voilà. Allez, on ne le dit plus. Bonne soirée tout le monde.